2, 1. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ce premier épisode donc, de webinaire que EM Lyon Business School lance est le premier épisode d'une série de 5 épisodes que nous allons proposer à peu près toutes les 2 semaines autour de problématiques que vous, entreprises et fonctions RH principalement, rencontrez dans cette période de recrutement qui peut être compliquée pour attirer justement et fidéliser les talents. C'est la thématique de ce premier épisode sur le recrutement avec succès et nous allons effectivement tenter de décrypter les attentes et les aspirations des étudiants et des jeunes diplômés au cours de ce webinaire. Je tout de suite vous informe que je devais malheureusement être accompagnée ici de Mélodie Prével du groupe Accor. Nous avons rencontré un petit problème technique ce matin. Voilà, Mélodie est à l'écran également avec nous, mais malheureusement elle n'a pas de son, donc elle ne pourra pas intervenir. Donc je pourrais effectivement présenter moi de manière très macro un peu les actions que nous menons nous avec le groupe Accor pour travailler sur l'attractivité et la fidélisation des talents. Donc, je suis, moi, Gaëlle Chauvel, donc je suis directrice des relations entreprises au sein de EM Lyon Business School. Et je suis là avec vous pour environ 40-45 minutes pour vous présenter ce premier webinaire. Il y a un chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons les traiter. Nous avons, je suis accompagnée en bonne compagnie par Margot à côté de moi qui va gérer ces questions et j'y répondrai avec grand plaisir à la fin de notre webinaire. Donc, en introduction, déjà, est-ce qu'on connaît bien cette génération Z? Donc, génération Z, on en parle beaucoup. Cette génération fait l'objet d'études à part entière. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, on est quand même tous d'accord pour dire que ces jeunes générations, elles n'ont pas les mêmes attentes que leurs parents. Elles n'ont pas le même rapport au travail et ça s'est évidemment exacerbé depuis la pandémie. Et depuis cette pandémie, on a fait encore beaucoup d'études pour voir quelles étaient effectivement leurs aspirations, comment est-ce que se projetaient dans le marché du travail et comment du coup les entreprises allaient devoir s'adapter, parce que oui, évidemment, les entreprises vont devoir s'adapter pour les attirer, pour les recruter et une fois qu'elles sont là, pour les fidéliser en leur sein. Donc effectivement, c'est un sujet d'étude à part entière. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'ils ont la volonté d'en découdre avec effectivement les gouvernants, les élites? Est-ce que entre justement les discours engagés de certains étudiants qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, sur des événements de recrutement, où ils pouvaient bloquer parfois effectivement des entreprises non attractives, jugées non attractives pour eux, entre ça ou effectivement la réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc on va essayer de le voir. Nous allons donc tâcher de répondre aux diverses questions d'abord grâce à des enquêtes qui ont été menées. Donc nous, on s'appuie beaucoup sur des enquêtes que vous connaissez sans doute, les enquêtes Universum, qui classent les entreprises préférées par les jeunes générations et par les étudiants, mais par aussi la conférence des grandes écoles en lien avec Ipsos et évidemment aussi par Job Teaser que vous utilisez peut-être dans vos entreprises. Job Teaser qui est notre job board, qui fait des enquêtes d'insertion et nous avons nous aussi en tant que grande école à EM Lyon chaque année des enquêtes d'insertion qui nous permettent évidemment de voir où travaillent nos étudiants. Donc, je devais être accompagnée par Mélodie, alors qui nous entend, qui pourra répondre aussi à des questions dans le chat. Mélodie, qui est en charge de Talent Acquisition et Relations Écoles au sein du groupe Accor, qui pourra répondre dans le chat sur les moyens que le groupe Accor met en place pour fidéliser ces jeunes générations. Alors, les études sur lesquelles nous nous appuyons, je vous en parlais à l'instant, c'est d'abord l'enquête Universum en France, mais aussi dans le monde. Donc, cette enquête interroge des étudiants sur leurs aspirations professionnelles et elle classe les entreprises préférées des jeunes diplômés. Cette année encore, et en réponse à Monsieur Jancovici, vous le savez, qui est un
un fondateur du cabinet Carbot 4, nous avons eu aussi un focus spécifique qui intègre les critères RSE, donc les attentes au niveau de la RSE pour les jeunes diplômés. Donc, cette étude a interrogé les 3 grandes secteurs d'école. Alors, évidemment, ce qu'on appelle les secteurs business, dont EM Lyon fait partie. Donc, 48% d'étudiants issus d'écoles de commerce, 38% issus d'écoles d'ingénieurs et 14% issus d'écoles autour de l'IT. Voilà, nous nous appuyons aussi sur Ipsos et l'enquête de la conférence des grandes écoles qui mesure effectivement le taux d'insertion des diplômés des grandes écoles. Et cette année encore, on voit que les grandes écoles ont massivement participé à cette enquête d'insertion. Donc effectivement, puisque nous avons sollicité toutes 194 sur 199 écoles de l'enquête ont répondu, soit 97,5% ont été sollicités au premier trimestre 2023. Alors, hop. Les divers profils. Alors, c'est Universum qui classe les profils des jeunes générations en différents profils. Et c'est assez intéressant de voir où ils sont représentés, dans quelles entreprises ils souhaitent aller travailler et quelles sont leurs attentes finalement. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle le go-getter, c'est le fonceur. Donc, le fonceur, c'est une catégorie de jeunes diplômés et toujours de ces jeunes générations qui sont des personnes plutôt très ambitieuses, qui sont très intéressées par la performance, qui sont vraiment à un niveau élevé de responsabilité, ils cherchent à relever des défis, ils sont plutôt engagés, plutôt dévoués à leur entreprise. Et on verra dans la slide suivante quelle est la répartition effectivement de cette catégorie de jeunes diplômés. Ensuite, nous avons les globetrotters. Les globetrotters sont plutôt ouverts à l'international. Ils ont une vision très cosmopolite et ils cherchent à élargir leurs horizons. Donc, ils cherchent plutôt, eux, à travailler dans un grand groupe international qui va leur permettre de voyager beaucoup. Nous, on le voit déjà parmi nos étudiants. On a des étudiants qui cherchent systématiquement à faire des années de césure à l'international, qui cherchent systématiquement à faire des stages à l'international, même lorsque ces périodes de stage ne le sont pas. Donc, donc ils cherchent vraiment à réseauter à l'international. Ils sont très engagés, nous, dans nos communautés alumni à l'international. Le changement pour eux est toujours très positif. Ils sont très stimulés par l'international dans leurs échanges. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les pionniers, donc les groundbreakers. Donc, eux, ils sont très tournés vers l'entrepreneuriat. On en a aussi beaucoup à l'EM Lyon, puisque vous savez qu'à l'EM Lyon, nous formons des early makers. Donc, les early makers, qui est notre ADN, notre marque de fabrique à l'EM Lyon, où nous formons en fait des entrepreneurs pour le monde entier. On a beaucoup effectivement d'état d'esprit, de mindset entrepreneurial qui est développé au sein de la pédagogie de l'école. Et beaucoup d'étudiants sortent de chez nous en ayant déjà créé une entreprise. Vous le savez sans doute, on a un incubateur de start-up. Donc, on les oblige un peu ou on les encourage pendant leur période de passage à l'EM Lyon à créer des projets, créer des start-up. On a même des concours d'innovation dans certains de nos programmes qui encouragent effectivement nos étudiants à monter des entreprises, à monter des projets qui souvent pourront voir le jour, qui sont même sponsorisés par des entreprises partenaires pour pouvoir effectivement se mettre en place. Et ça permet de créer aussi, de booster des innovations pour les entreprises et de travailler sur des projets parfois dormants dans les entreprises. Enfin, nous avons des change makers, donc les jeunes diplômés qui sont acteurs du changement, souvent très déterminés. Ils sont altruistes, souvent par nature, et recherchent plutôt des entreprises qui agissent pour le bien commun. Donc aujourd'hui, on est plutôt attentif à ces jeunes générations.
parce qu'elles parlent beaucoup, elles font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, elles sont très engagées, elles nous challengent, à nous aussi école, elles nous challengent énormément sur les dispositifs autour de la RSE, sur les projets que l'on peut avoir autour du changement climatique, du bien commun, du soin pour la planète. Vous savez qu'aujourd'hui, le MION est devenu une entreprise à mission. Alors, évidemment, on est très engagé dans la RSE, mais pourquoi? Parce que aussi on a nos étudiants derrière qui nous poussent et qui nous challenge au quotidien pour qu'on soit effectivement engagé encore plus autour du bien commun et autour de la planète et autour de l'inclusion, évidemment. Et puis, pour finir, on a le funambule. Donc, le funambule, ce sont des personnes, donc ils ont beaucoup émergé suite à la crise sanitaire. Donc, ce sont des personnes qui sont en recherche et en quête d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Voilà. Et généralement, ils cherchent aussi des organisations qui sont bien établies, dans lesquelles ils ont un équilibre. Ils ont besoin d'assurance, ces personnes-là. Donc, voilà, et ils ont besoin vraiment d'être équilibrés dans leur vie et privée et professionnelle. Alors, Universum classe aussi ses étudiants dans chaque pays. Donc, en 2022, on a vu par tranche où est-ce que étaient les étudiants les plus représentés. Donc, on voit qu'en France, on a pas mal effectivement de groundbreakers, donc c'est assez intéressant de voir qu'ils sont plutôt représentés sur la France, donc depuis l'année 2022. Alors, les types de contrats privilégiés par nos étudiants, on voit que majoritairement, nos étudiants recherchent quand même des contrats, des CDI à 90%, des CDD à 7%, et puis voilà, et du temps partiel à 2%. Donc, malgré effectivement tous les discours et tout ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a aussi, et nous les entreprises, on peut avoir aussi beaucoup de représentation sur ce que peuvent attendre les étudiants. Donc les enquêtes montrent quand même, et c'est intéressant de le voir, que les étudiants cherchent quand même, et les jeunes diplômés et les générations Z cherchent quand même de la stabilité, donc de l'emploi en CDI, parce on a beaucoup entendu parfois que les étudiants voulaient plus de CDI, voulaient plus s'engager. Voilà, les études nous montrent que c'est quand même pas encore tout à fait le cas, et ça c'est quand même assez rassurant. On leur a aussi posé la question à savoir si vous deviez faire un choix, dans quel type d'organisation vous iriez. Donc, on a classé nos étudiants, bien évidemment, et puis les écoles du benchmark. Alors, à savoir que les écoles du benchmark, pour nous, sont généralement des écoles qui appartiennent, donc ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles. Donc, qui sont en gros les écoles du top 10 françaises. Voilà, donc ça nous permet, nous, de nous benchmarker par rapport à nos écoles, on va dire, concurrentes ou confrères, sur le niveau d'attente de nos étudiants. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez aligné entre les écoles du benchmark et les étudiants qui sortent de MION Business School. Donc, sur le niveau de maturité, donc leurs attentes sont plutôt, évidemment, vous le voyez, à plus de 80% dans une organisation mature et dans une start-up entre 13 et 15%. Donc, on est peut-être en train de sortir de cette attraction pour les start-up qu'on a eu beaucoup ces dernières années. Voilà, donc aujourd'hui, elles vont pourquoi pas dans des start-up, mais des start-up qui sont vraiment, elles, qui ont dépassé ce stade de start-up, mais qui ont plutôt un niveau de maturité intéressant avec des perspectives à leur offrir. Et ça le montre par la taille d'entreprise dans lequel ce qu'elles attendent, à plus de 80%, elles souhaitent aller dans une entreprise, dans un grand groupe. Donc là, c'est rassurant, comme un groupe, comme pour Accor, Mélodie. Donc évidemment, nous, on le voit dans nos événements de recrutement, on a de plus en plus de grands groupes aussi présents à nos côtés, et on voit qu'on est aux alentours de 20% d'étudiants qui souhaitent aller travailler dans une petite ou moyenne entreprise. En termes d'activité, on voit qu'effectivement nos étudiants, donc là c'est un peu l'inverse, pour une écrasante majorité, ils souhaitent aller travailler dans une entreprise qui ont aussi des activités à l'international.
pour leur permettre évidemment de pouvoir avoir un parcours d'emploi, un plan de carrière qui pourrait leur permettre d'aller travailler à l'international. Et nous, ce qu'on observe dans nos rapports d'insertion, c'est que majoritairement, nos étudiants vont et démarrent leur carrière professionnelle souvent à l'international et reviennent ensuite en France. Ce qu'on observe aussi, et nous, on est basé à Lyon, vous le savez, on a le Lyon dans notre marque, donc on a aussi quelque part un enjeu d'employabilité et les entreprises de notre territoire nous attendent aussi sur cet enjeu d'employabilité et de faire rester nos étudiants sur le territoire. Alors, c'est un peu compliqué, je ne vous le cache pas, puisque les étudiants du programme Grande École, qui est notre programme vaisseau amiral, souvent déjà ne sont pas des étudiants issus du bassin lyonnais, ils viennent de Paris ou d'autres régions. Aujourd'hui, on a les étudiants du bachelor, donc qui sont des post-bac, qui, eux, sont plus issus du bassin lyonnais ou qui veulent davantage travailler sur le bassin lyonnais. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que les étudiants du programme Grande École partent travailler à Paris ou à l'international, mais ils reviennent quand même. Et ça répond effectivement à cette notion de bien-être, de recherche de bien-être et d'équilibre vie privée, vie professionnelle. On voit qu'à 3 ans, souvent, ils reviennent travailler sur le bassin du territoire. En termes de création, donc effectivement, on voit là aussi que les étudiants à plus de 50% souhaitent aller travailler aussi dans une entreprise qui a été fondée en France versus une entreprise qui aurait pu être fondée hors de France. Donc, ils sont quand même assez chauvins, ces jeunes diplômés, et ils veulent aller travailler aussi dans une entreprise fondée en France. Au niveau des secteurs d'activité, donc écrasante majorité pour le secteur privé versus le secteur public. Donc effectivement, nous, on a quelques entreprises publiques qui nous sollicitent pour travailler chez elles. Alors c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que là, on voit on va en parler un peu, c'est sur la rémunération. On a un gros delta en termes de rémunération, puisque les entreprises privées sont un peu enfermées dans des grilles de rémunération qui ne sont pas forcément très attractives pour un étudiant du programme Grande École qui a souvent souscrit un prêt étudiant assez important pour pouvoir faire ses études dans une école de commerce comme la nôtre. Donc, tout simplement, pour rembourser son prêt, elle ne peut tout simplement pas aller travailler dans le secteur privé. Donc, ça aussi, c'est très important de le voir. Et en termes de localisation, pareil, écrasante majorité pour aller travailler dans une grande ville versus une ville petite ou une ville de taille moyenne. Alors, hop. Sur les secteurs d'activité préférés de nos étudiants, donc nous, chaque année aussi, c'est très important, puisque nous, ça va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on adresse ces entreprises-là. Et on voit effectivement sur les différents événements de recrutement que l'on met en place, celles que l'on doit absolument adresser, puisque ce sont les entreprises et les secteurs d'activité préférés de nos étudiants. Eh ben, on voit qu'entre nos étudiants et celles du benchmark, donc vous voyez, c'est quand même assez proche l'un de l'autre. Et c'est pour ça que je l'ai laissé volontairement pour que on puisse voir que sur les écoles du top 10, on a quand même, nos étudiants ont tous les mêmes attentes. Donc, c'est les cabinets de conseil. Voilà, écrasante majorité. Et nous, on le voit dans nos rapports d'insertion. On sait aujourd'hui que sur nos alumni, donc les étudiants qui sont diplômés et aujourd'hui en poste, on en a 35% qui sont en poste dans les cabinets de conseil. Donc, voilà, pour vous donner un exemple, la semaine prochaine, on fait un premier événement de recrutement dédié au conseil et à la finance. Vous voyez, en 3e position, on a la banque. On est obligé de dédier un événement sur ce secteur d'activité. Et là, on a tous les grands cabinets de conseil et toutes les grandes banques du territoire, on est vraiment national évidemment, qui sont présentes pour recruter nos étudiants parce que il y a un enjeu fort pour elles et pour nos étudiants. Nous, on a un enjeu fort de répondre aux attentes de nos étudiants sur les secteurs d'activité qu'ils préfèrent. Vous voyez, arrive toujours après les secteurs financiers, la fintech qui attire de plus en plus, art et divertissement. Donc là aussi, c'est toujours des indicateurs qui sont bons
à connaître pour nous, en tout cas pour nos écoles. Là aussi, pour ne pas les citer, la semaine prochaine, nous accueillons Canal+, pour répondre à ça. Donc, nous avons mis en place un partenariat avec un groupe comme Canal+, c'est tout nouveau. Ils n'étaient pas très proches, ils avaient très peu d'étudiants à UM Lyon, et on s'est aperçu en regardant que c'était une entreprise attractive. Donc, on l'a fait venir pour pouvoir lui permettre et lui donner l'opportunité de présenter ses métiers à nos étudiants pour pouvoir y travailler. Le tourisme et l'hôtellerie, donc le groupe Accor en fait partie, audiovisuel, multimédia et enfin les médias. Donc c'est toujours intéressant et pour nous de savoir quels sont les secteurs d'activité préférés des étudiants. Ensuite, on le compare par genre, parce que parfois on peut avoir effectivement des différences entre les hommes et les femmes. Donc, on voit évidemment que, et on verra sur les salaires, c'est un peu la même chose, et même sur les attentes, sur l'équilibre vie privée, vie perso. Alors, ça peut sembler normal, hein, les femmes en âge de faire des enfants, elles ont évidemment aussi la nécessité de s'arrêter évidemment, et deux, quand son enfant est là, la volonté de pouvoir s'en occuper, et c'est bien normal. Donc, on voit déjà une différence sur les premiers secteurs qui attire nos étudiantes, donc qui est le conseil et management. On voit que plus de 50%, ce sont quand même des hommes. Donc, bon, les femmes sont pas loin derrière, mais que 42%. Voilà. On voit que sur le luxe, qui attire beaucoup aussi nos étudiants, là, c'est une écrasante majorité de femmes qui veulent aller travailler dans le luxe. Et là, effectivement, nous, on a beaucoup d'entreprises comme LVMH, qui fait partie des entreprises préférées de nos étudiants, avec les différentes marques du groupe LVMH. On a Hermès, qui est très proche de nous, et aussi L'Oréal, qui fait partie des entreprises préférées de nos étudiants. Sur le conseil aussi, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Art et divertissement, ben voilà, ça s'inverse à nouveau. Ce sont les femmes qui veulent aller travailler. Dans l'audiovisuel multimédia aussi, les femmes, les médias pareil. Et sur les études de marché, on revient un peu à un équilibre. Et à nouveau, ça s'inverse complètement pour la banque, puisque 50% des étudiants qui veulent aller travailler dans la banque sont des hommes. Et c'est vrai que quand on voit des événements à la banque, nous, on le voit, c'est très, très masculin et on a beaucoup de costumes gris. Voilà. Sur les prétentions salariales par genre. Donc, les étudiants en 2023 versus les étudiants en 2022. Donc, important de noter que les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes attentes vis-à-vis d'un employeur. Donc, on voit effectivement une différence quand même entre les hommes et les femmes. Donc, en 2023, ça c'est dû à la guerre des talents auquel notre société fait face. Aujourd'hui, les entreprises ont été obligées d'augmenter les salaires pour attirer, ça c'est indéniable. Nous, on a même des entreprises qui ont été proches de nous, qui nous ont dit, qui se déclarent même être assez inquiètes en nous disant on a proposé des niveaux de salaire. Aujourd'hui, ça crée même des déséquilibres au sein même de nos entreprises parce que on recrute à des salaires beaucoup plus élevés que des personnes qui sont déjà en poste chez nous, mais on n'a pas le choix, sinon on ne trouve personne. Donc voilà, donc elle se déclare être assez inquiète pour lorsque l'on reviendra, si on revient à une période, j'allais dire normale, est-ce que voilà, elles pourront voilà, retrouver un équilibre, mais c'est assez important. On constate quand même un écart de salaire entre les hommes et les femmes qui est assez important, puisque vous le voyez en 2023, on a plus de 8 000 € par an en termes d'écart de salaire qui est constaté encore aujourd'hui en 2023 entre les hommes et les femmes. Et pourtant, on y travaille. Je sais que les entreprises, vous y travaillez aussi. Nous, en tant qu'école, on a évidemment un rôle à jouer là-dessus pour... voilà, nous, on accompagne nos étudiantes sur cette thématique et on forme nos étudiantes à la négociation salariale au féminin, puisqu'on se rend compte qu'elles n'osent pas, tout simplement, à poste égal, demander le même salaire qu'un homme. Voilà, donc il y a les femmes s'autocensurent sur les salaires. Donc ça, c'est une réalité. Donc nous formons nos étudiantes pour leur apprendre à mieux négocier leur salaire. Voilà, donc sachez-le. Et là, tous les étudiants confondus, donc vis-à-vis des étudiants, donc que ce soit des écoles d'ingénieurs
ou plus santé, médecine, sciences naturelles. Donc, on voit que sur hommes et femmes confondus, les écoles d'ingénieurs, donc, on est à peu près équivalent hein, entre les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. C'est un peu plus bas pour la santé et la médecine. Alors, on a des études beaucoup plus longues sur la santé et la médecine. Et on voit que l'écart entre hommes et femmes, là encore, est assez différent. On a toujours ces mêmes écarts. Sur tous les étudiants confondus, on est à plus de 4 400 € d'écart. Donc, cette année encore. Alors, comment est-ce que les étudiants définissent-ils leur choix vis-à-vis des entreprises? Donc là encore, c'est toujours Universum, mais je vous parlerai de la conférence des grandes écoles juste après, ainsi que de notre job board, hein, qui est de Job Teaser. Les critères d'attractivité d'un employeur. Hein. Donc, qu'est-ce que regardent les étudiants principalement? C'est d'abord l'image et la réputation de l'employeur. Donc, c'est d'abord ses produits, hein, évidemment. Hein. Donc, est-ce que ces produits, est-ce que c'est un peu sexy, un peu glamour? Est-ce que je me projette? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Bien évidemment, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un critère qui est très regardé. Voilà, les critères RSE. Les entreprises, les étudiants aujourd'hui regardent est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que derrière, évidemment, il y a des véritables actions qui sont menées par les entreprises sur sa responsabilité voilà, sociétale et sur sa politique ESE. C'est pour ça qu'on voit que de plus en plus d'entreprises deviennent aujourd'hui, prennent un statut de société à mission. C'est important aujourd'hui, puisque lorsqu'on est société à mission, et nous, à EM Lyon, on l'est, on s'engage sur des actions extrêmement concrètes et on est suivi de près par un organisme tiers indépendant qui, évidemment, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas déclarer n'importe quoi juste pour cocher une case, hein, j'allais dire. Donc, c'est vraiment important et aujourd'hui, voilà, j'insiste sur ce point parce que nous, tous les jours, les étudiants nous challengent là-dessus. Sur ce qu'elles attendent. Voilà. Alors évidemment, on a aussi les nouvelles technologies, hein, les principes éthiques, on le voit, l'esprit entrepreneurial. Donc, c'est très important que l'esprit entrepreneurial soit toujours présent et à l'intérieur d'une entreprise, on parle même d'esprit intrapreneurial. Donc, on crée de plus en plus et on peut aussi vous accompagner là-dessus des communautés d'intrapreneurs parce que c'est aussi un changement à accompagner puisque on pouvait observer avant dans des entreprises ce qu'on appelait des électrons libres, qu'on ne savait pas trop comment manager. Mais évidemment, aujourd'hui, ces électrons libres, on va s'appuyer dessus puisque ce sont des intrapreneurs qui peuvent bien sûr booster des projets d'innovation et des projets dormants. Le deuxième critère qui peut être regardé, c'est les employés, la culture d'entreprise. Donc, c'est l'image que l'on se fait de l'environnement et du lieu de travail. Donc, est-ce que l'environnement de travail est créatif, il est dynamique? Est-ce que l'ambiance de travail est agréable? Est-ce que l'entreprise est engagée pour la diversité, pour l'inclusion? Est-ce que l'entreprise favorise ce fameux équilibre vie privée, vie professionnelle, etc., etc. Et là aussi, il y a des études qui sont menées sur les espaces de vie. Vous voyez aujourd'hui de plus en plus, hein, on parle voilà, de qualité de vie au travail. Et dans cette qualité de vie au travail, il y a aussi les aménagements de bureaux, il y a aussi les aménagements des espaces de travail. Ça, je peux vous en parler puisque nous sommes en train de préparer notre futur campus, hein, puisque l'EM Lyon ouvre un nouveau campus dans moins d'un an maintenant en plein centre de Lyon, que nous allons appeler l'Agora des transformations. Et justement, ce lieu se veut ouvert, on l'a appelé l'Agora, puisque ça va être un lieu ouvert qui va permettre déjà au staff, aux collaborateurs de se sentir bien. Ça veut dire qu'on a envie de venir, hein, puisque après le Covid et après ce 100% télétravail, vous avez sans doute, vous aussi, RH, dans vos entreprises, été confrontés à cela. C'est comment on fait revenir les employés. Certains voulaient vraiment revenir, hein, parce que voilà, c'était compliqué pour eux, ils n'avaient pas des conditions de travail idéales dans leur studio, notamment à Paris. Et d'autres, et je suis sûre que, et nous on a été aussi confrontés à ça, ça a été très compliqué pour les faire revenir
les faire revenir. On a tous, alors c'est très bien, on a tous accéléré les journées de télétravail, on a tous signé des accords de télétravail, mais malgré tout, aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est important d'avoir un espace et un cadre de travail qui est sympa, qui est agréable, où les employés ont plaisir à se retrouver tous les jours. Voilà comment on crée effectivement, et ça participe à ces innovations managériales, à cette flexibilité, et justement à ces nouveaux modes managériaux. Dans les autres webinaires, on fera des focus là-dessus, sur les nouveaux modes et les innovations managériales, parce qu'aujourd'hui, on a accéléré tout ça et c'est vraiment très important d'en prendre compte. Alors, bien évidemment, la rémunération, les opportunités de carrière. Est-ce que j'ai une vision assez claire de mon parcours professionnel? Est-ce que déjà mon salaire de base, il est compétitif? Voilà, parce qu'on sait très bien que lorsque je suis embauchée à un salaire, c'est très compliqué après de remonter au niveau de l'échelle de salaire. Est-ce que j'ai des perspectives d'évolution assez rapides? Est-ce que j'ai une perspective de futurs revenus qui sont aussi très élevés? Est-ce que j'ai des bonnes références pour ma future carrière? Ça aussi, très important pour nos étudiants. Des opportunités de leadership. On voit aussi beaucoup des nouveaux modes managériaux qui se mettent en place avec des organisations. On avait parlé à une époque, on a parlé d'entreprises libérées. Aujourd'hui, c'est plus trop à la mode. On est beaucoup dans des organisations très plates. Aujourd'hui, on va chercher des innovations managériales. Alors, beaucoup dans les pays nordiques. Les pays nordiques sont assez en avance sur beaucoup de points, mais beaucoup sur les innovations managériales aussi. C'est aussi de là que viennent la qualité de vie au travail dans les pays nordiques. Et on voit effectivement aujourd'hui, si on peut avoir des leaders inspirants, des influenceurs, on parle beaucoup de réseaux d'influence aussi dans les entreprises. C'est très important de mettre ça en place puisque les jeunes générations, ils sont extrêmement sensibles. Vous le savez, elles sont extrêmement connectées. Donc, c'est aussi intéressant pour elles d'avoir des influenceurs comme elles peuvent trouver des influenceurs sur Instagram ou sur TikTok, par exemple. Donc, un influenceur dans l'entreprise va permettre de les attirer et ça, c'est vraiment très important. Un accès, bien évidemment, à la formation. Donc, c'est la formation continue, la formation toute la vie pour pouvoir continuer à monter en compétences et bien évidemment, l'égalité homme-femme. Et enfin, les caractéristiques du poste. Donc, c'est la nature et les exigences du poste. Donc, c'est un travail ambitieux, un travail challengeant, très orienté client. Flexibilité, alors ça, on n'en parle jamais assez, mais la flexibilité des conditions de travail, aujourd'hui, il est impensable pour un jeune qu'il soit, j'allais dire, fliqué. C'est impensable. Ces jeunes générations, nous, on le voit sur nos étudiants qui viennent sur nos campus. Il faut que les jeunes, ça va, ça vient. Alors, évidemment, tout ça dans un cadre, bien évidemment, mais à l'intérieur d'un cadre, il faut beaucoup de flexibilité. Au niveau de responsabilité, puisque évidemment, les jeunes, nous formons les dirigeants de demain, et ils le savent. Donc, lorsque vous recrutez des étudiants issus d'écoles de commerce, effectivement, il faut qu'ils puissent se projeter sur un haut niveau de responsabilité, de performance, avec des opportunités d'expatriation, de déplacement à l'étranger, de formation, de sécurité, voilà. Donc, vous voyez, ça fait énormément de choses, beaucoup de challenges pour les entreprises pour pouvoir attirer ces jeunes. Donc, vous voyez les critères des étudiants qu'ils jugent importants chez un employeur. Donc, voilà, on en a un peu parlé juste avant, l'image, la réputation de l'employeur, les employés, la culture de l'entreprise, la rémunération, les opportunités de carrière et enfin les caractéristiques du poste. Donc, voilà, c'est vraiment ça à avoir en tête sur ce que les jeunes vont regarder important chez vous, entreprise. Voilà, donc là aussi, on a les critères les plus importants sur nos étudiants et les écoles du benchmark. Donc, on voit que c'est un petit peu la même chose. Donc, travail ambitieux et challengeant. Voilà, donc vous voyez effectivement, on voit que le salaire arrive aussi en tête, le prestige,
l'ambiance de travail, un encadrement stimulant, une reconnaissance. Là aussi, on ne parle pas suffisamment de reconnaissance et en France, on ne sait pas reconnaître. Et ça, c'est un vrai souci. Et il faut savoir que nos étudiants font beaucoup de stages à l'international et s'ils arrivent de pays, notamment de pays anglo-saxons, où il y a une très forte culture de la reconnaissance, ils sont choqués lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance dans une entreprise. Et nous, on voit, hein, la reconnaissance, ça peut être tout simple, hein, ça peut être un post-it laissé sur un bureau, on lui a mis good job, tout simplement. Elle n'est pas forcément financière, la reconnaissance. Voilà, mais je vous invite aussi à travailler là-dessus auprès de vos managers pour fidéliser les collaborateurs. Ils ont vraiment besoin d'une reconnaissance absolue. Les plus grands changements 22-23 sur la préférence des employeurs. Donc, vous voyez effectivement, depuis 23, ce qui a le changé le plus grandement, c'est les primes liées à la performance, c'est la culture de la performance, c'est le travail challengeant, c'est l'équilibre vie privée, vie perso et vie pro, pardon, et les salaires de base. Donc ça, c'est ce que attendent les... donc j'accélère, je vois que l'heure tourne. Pour finir, les entreprises préférées des jeunes diplômés. Donc là, ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que contrairement au discours engagé que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, je pense, il y en a encore eu hier, hein, j'ai vu ça passer hier, je crois que c'était les étudiants de Polytechnique. On avait vu ça chez HEC, où HEC avait boycotté une entreprise comme Total, par exemple, sur un forum carrière. Entre, voilà, j'allais dire, ces événements qui marquent et qui sont présents sur les réseaux sociaux et la réalité des faits, il y a un monde d'écart. Les entreprises, les étudiants veulent quand même aller travailler. Vous voyez, l'entreprise qui arrive en tête, c'est toujours McKinsey. Et ça fait 10 ans que c'est McKinsey. C'est toujours Deloitte, c'est toujours LVMH, c'est toujours KPMG. Voilà. Donc, nous, on observe effectivement, grâce aux enquêtes Universum, que malgré ce qu'on peut entendre, malgré les discours engagés des étudiants, ils veulent quand même aller travailler dans des entreprises prestigieuses, dans des grands groupes et avoir du salaire. Voilà, pour faire simple, c'est un peu ce qu'il faut retenir de cela. Voilà, vous voyez les employeurs idéaux des étudiants d'école de commerce, le top 20. Ben voilà, le McKinsey, BCG, LVMH, JP Morgan. Donc, vous voyez que le conseil extrêmement représenté. Un peu de luxe avec Hermès et L'Oréal. On revient sur du conseil de Deloitte, EY, Chanel, encore du luxe, de la banque, de la tech et encore du conseil avec KPMG et de la finance avec Morgan Stanley. Et ça ne bouge pas depuis 10 ans, invariablement. Ça reste toujours les entreprises préférées de nos étudiants. Très rapidement, sur les enquêtes de la conférence des grandes écoles, on voit quand même qu'aujourd'hui, les étudiants ont vraiment confiance en leur projet professionnel. Ils savent qu'on est dans une situation, dans un marché du travail qui est extrêmement dynamique. Donc, ils ont vraiment à large majorité un projet professionnel. Ils ont confiance sur leur capacité à intégrer le marché de l'emploi. Ils sont très concernés, bien évidemment, par les crises environnementales. Ils s'inquiètent par les tensions géopolitiques et ils sont très impactés aussi aujourd'hui par les inégalités sociales. Et toutes ces préoccupations vont avoir un impact sur leur choix professionnel futur parce que, voilà, ils ont quand même une majorité d'entre eux qui envisagent aujourd'hui d'aller travailler dans une société à impact. La question du sens aussi est aussi importante pour eux. Donc, voilà, très rapidement, les diplômés déclarent malgré tout qu'ils seraient après. On me dit que le micro de Mélodie refonctionne. Super, je vais pouvoir donner la parole à Mélodie. Merci beaucoup. Donc, 71% voilà, déclarent qu'ils seraient prêts à accepter une baisse de salaire pour pouvoir aller travailler dans un emploi qui fait du sens pour eux. Du coup, je vais accélérer pour pouvoir donner la parole à Mélodie, donc sur ces différentes enquêtes. Donc justement, et les entreprises, donc elles attendent une expérience de recrutement radicalement différente. Donc peut-être que là, je vais passer sur ces slides pour laisser, puisque je vois qu'il est déjà moins le quart, Mélodie parler
et on pourra revenir dans les questions, si vous le souhaitez, sur ce qui émerge des attentes de nos jeunes diplômés. Alors, la stratégie du groupe Accor. Et voilà, je vous laisse la parole, Mélodie. Merci. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ok, super. Bon, merci en tout cas aux équipes. J'ai eu quelques petits soucis techniques. Tout est bon, on va pouvoir y aller. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner l'opportunité et pour nous aussi de partager avec vous un peu ce qui se fait chez nous sur la partie relations école internationale et sur l'attractivité des jeunes. On le voit bien sur toutes les études qui ont été portées sur le sujet, les générations qui arrivent sur le marché, elles veulent travailler dans un environnement qui respecte leurs valeurs. On le sait, on le voit avec les études d'Universum. Encore plus sur un sujet comme chez Accor, où l'hospitality, après le Covid, a perdu un petit peu en attractivité. D'où le challenge auquel on fait face aujourd'hui. Pour redonner un petit peu de contexte, Accor, c'est plus de 5500 hôtels et plus de 300 métiers différents, que ce soit en hôtel, au corporate, donc ça passe de la réception au revenu management, en passant par la Digital Factory, qui est parfois un facteur assez étonnant venant chez nous. Peu de gens savent qu'on a une Digital Factory et on réalise environ plus de 120 000 recrutements par an. Donc, j'ai commencé ces slides par une citation de Steven Daines, qui est notre directeur général Talent and Culture. Chez nous, Talent and Culture, ça veut dire DRH pour traduire. Mais c'est aussi pour montrer l'importance qu'ont nos dirigeants aujourd'hui dans cette stratégie école et stratégie attractivité, parce qu'ils sont très actifs et très engagés sur les différentes actions qu'on pourra monter, que ce soit à l'EM Lyon, que ce soit dans nos écoles hôtelières. Et pour vous expliquer, donc aujourd'hui, on adresse différentes cibles, surtout celles des étudiants, puisqu'on est là aujourd'hui pour en parler. On sait que c'est l'avenir, on sait que c'est notre responsabilité à nous en tant que spécialistes de l'industrie hospitality d'expliquer ce qu'est l'hôtellerie et surtout les sensibiliser, les aider à ce qu'ils aimeraient trouver dans leur employeur de demain, que ce soit chez nous finalement ou que ce soit dans n'importe quelle autre entreprise. Est-ce que vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît? Merci. Donc, pour vous expliquer la stratégie, notamment sur la stratégie école, c'est relativement simple et compliqué à la fois. L'ensemble des écoles pour le monde entier. En revanche, je gère sur la partie école globale, on va dire un peu moins de 10 écoles. Ce qu'on appelle les écoles globales chez nous, c'est des écoles qui sont à la fois des écoles d'hospitality, des écoles de business, qui sont en capacité de feeder à la fois nos hôtels, mais aussi, on va dire, nos corporates. Et l'objectif, c'est qu'ils aient des étudiants internationaux avec des stages en opération, des stages au corporate, avec une envie et une appétence pour l'hôtellerie. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui en lien avec l'EM Lyon, notamment pour sa spécialisation dans les métiers du luxe. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, quand ils pensent au luxe, ils direct, ils taquent et puis ils disent « Oh, je vais aller chez LVMH, je vais aller chez Chanel ». Certainement très, très bien chez eux. Maintenant, nous, notre job, ça va être de les attirer aussi et leur expliquer que le luxe, c'est aussi l'hospitality et leur ouvrir les portes pour ouvrir un peu leur chakra. Donc, sur les parties école globale, c'est mon équipe, du coup, qui les adresse. Aujourd'hui, la façon dont on fonctionne, c'est on fait beaucoup de test and learn. On a changé un peu notre fusil d'épaule par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes. L'objectif pour nous, c'est de créer des outils, que ce soit des présentations à destination des étudiants, que ce soit les stands quand on va se rendre sur les carrières faire. Et en fait, on fait du test and learn pour après déployer et créer des toolkits pour nos régions qui, elles, vont adresser plus de 200 écoles en local. Donc, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Australie, ça peut être en Asie. Voilà, il y a énormément de choses, sachant qu'aujourd'hui, nos hôteliers et nos équipes Talent Acquisition dans les régions se rendent eux-mêmes directement dans les écoles qui les intéressent pour attraper les talents qui les intéressent. Il y a un facteur important qu'on n'avait pas forcément... alors, peut-être pas anticiper ces facteurs, mais sur lesquels on ne mettait pas forcément un point d'attention et qu'on a lancé depuis début 2022. C'est l'ensemble des actions en fait, qu'on met en place pour les étudiants. C'est un peu compliqué, on ne va pas se mentir, quand on a fait des carrières faire en ligne ou quand on fait même des carrières faire en présentiel. C'est pas d'avoir un retour sur investissement, mais se dire voilà, combien de personnes on a rencontrées, combien de personnes on a pu réussir à recruter, combien d'interviews derrière. Donc là, aujourd'hui, on met en place des outils
Alors, nous, pour l'instant, on a commencé avec les outils maison et c'est un QR code qu'on fait scanner aux étudiants pour générer du trafic sur nos sites carrières, leur donner directement accès à l'ensemble de nos offres, puisque quand, imaginons, moi, je vais sur une carrière faire, que ce représente le groupe et l'objectif, c'est que je puisse aider mes hôteliers et mes personnes qui sont éventuellement en Chine à recruter des stagiaires de l'EM Lyon qui seraient intéressés pour faire un stage en Asie. Donc, on veut traquer, on fait très attention à la data parce que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir suivre les candidatures, suivre les candidats, mesurer l'efficacité de tout ce qu'on met en place et surtout pouvoir proposer d'autres opportunités lorsque les candidats éventuellement n'ont pas été. Ça suivante, s'il vous plaît. Merci. Du coup, ce qu'on a mis... Attendez, parce que je ne vois pas très bien. Oui, voilà. Donc, ce qu'on venait notre industrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnecter avec les étudiants. On sait que post-Covid, on a eu l'opportunité, comme vous tous, de pouvoir faire des carrières faire online. On se rend compte qu'aujourd'hui, et pour les candidats et pour nous, on a un métier humain, on a un métier en relation avec des clients et on se rend compte que c'est aussi ce que les étudiants cherchent. Donc, on s'engage et on pousse nos équipes à absolument aller à la rencontre des étudiants, que ce soit via les carrières faire. Pas que. Ça peut être aussi organiser des networking cocktails avec un groupe d'étudiants sur un master en spécifique auprès d'un de nos hôtels avec une visite d'hôtel. L'objectif, c'est d'engager nos régions et nos hôtels à se déplacer et à être à la rencontre des étudiants. Sur beaucoup des sujets qu'on met en place au sein d'Accor, on fait aussi beaucoup participer les étudiants, que ce soit nos écoles hôtelières ou nos écoles business, surtout quand c'est des sujets qui sont potentiellement à même d'être intéressés à la fin de leurs études ou sur lesquels ils vont aimer travailler. On sait aujourd'hui qu'ils aiment travailler sur le CSR, donc je vous donne un exemple. On a en ce moment un groupe d'étudiants qui travaillent avec nos équipes CSR de luxe pour mesurer l'impact du tourisme de luxe sur voilà, notre environnement. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Et on a également, donc là, c'est plutôt sur mon périmètre en début d'année, j'ai travaillé avec un groupe d'étudiants sur le déploiement d'un graduate programme corporate pour le groupe Accor. On s'est dit qu'effectivement, avoir des jeunes qui potentiellement vont aller sur le marché demain, il va falloir anticiper leurs besoins. Et qui de mieux que des étudiants pour nous aider à travailler sur ce sujet. Sur certaines de nos écoles aussi, des ambassadeurs, c'est des jeunes qui vont nous aider à marketer, à faire de la marque employeur auprès de leurs pairs et auprès de l'école, mais pas. Ce qu'on leur offre, nous, c'est du coaching RH, la possibilité de passer un assessment sur lesquels on les débriefe. On leur donne aussi également une formation aux social media et à la communication institutionnelle qui leur servira pendant leur temps de mandat en tant qu'ambassadeur, mais qui leur servira aussi lorsqu'ils rejoindront toute autre organisation. Et on s'engage à essayer de leur trouver un stage ou un apprentissage en fonction de ce qu'ils vont chercher et en fonction de leur programme académique. Vous dire que dans toutes les actions qu'on met en place, chaque école va être différente. Ce que je mets en place avec l'OM Lyon ne va pas être ce que je mets en place avec une. Voilà. On essaie tant bien que mal d'être agile, de s'adapter aussi. C'est pour ça qu'on demande beaucoup dans les partenariats d'avoir des inputs comme a pu le faire là par exemple aujourd'hui Gaëlle. C'est très utile et c'est comme ça que ça nous aide à travailler parce que très sincèrement, ce qu'on met aujourd'hui en place ne va durer qu'un temps, ne va servir qu'un temps. Il va l'année prochaine parce que les générations bougent très vite. Donc, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui sont connectées, c'est voilà, soyez agiles dans cette stratégie de marque employeur. Quelque chose va marcher et puis finalement demain ça va pas marcher et au moins ça aura le bénéfice d'avoir marché un temps, mais voilà, il faut se réadapter. C'est aussi ce que les jeunes veulent. Et c'est ce dont nous on a besoin d'eux finalement aussi. Ensuite, est-ce que vous pourriez changer de slide s'il vous plaît? Je crois qu'après il n'y en a plus. Je crois que tu étais sur j'ai sauté une diapo. Attendez, je vois pas. En fait, comme l'écran est très long, je vois très très loin les slides, c'est juste que je m'en souviens. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais conclure parce que je vois qu'on va avoir un petit temps de Q&A.
juste pour vous expliquer, la stratégie d'accord, elle se base sur 3 piliers. Donc, ça va être le recrutement, donc via les carrières faire. Alors voilà, c'est un peu ce que tout le monde fait, mais on va pas se mentir, c'est indispensable pour pouvoir les attirer. L'expérience et le awareness. Ce qu'on aimerait mettre en place au maximum, c'est pouvoir les surprendre, attirer des groupes d'étudiants qui sont pas forcément aujourd'hui sensibilisés à, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, la Digital Factory. Aujourd'hui, on en parle très peu. Donc, on va dire que les ingénieurs, quand ils pensent sortir sur le marché, ils vont chez Google, ils vont chez Amazon. Et ben en fait, non, il faut que nous, on arrive à les attirer. On travaille aussi avec des écoles sur des programmes d'entrepreneuriat. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, sachant qu'on est une grosse entreprise avec des hôteliers, mais aujourd'hui, on incube aussi des startups dans tout ce qui va être l'innovation, le CSR. Et finalement, on a aussi voilà, l'opportunité d'accompagner les étudiants. Donc, voilà, on souhaite surprendre. Juste pour terminer, on a aussi un gros avantage, enfin, que nous, en interne, on considère un gros avantage, c'est vraiment cet appui de nos leaders. C'est-à-dire qu'on a Sébastien Bazin ou encore Steven Daines, ils vont prendre le temps, ils adorent ça, d'aller à la rencontre des étudiants, d'être vraiment à leur écoute, c'est-à-dire que quand les étudiants posent des questions, c'est pas des questions préparées, ils aiment être challengés, ils aiment eux aussi savoir si finalement notre stratégie, ce qu'on met en place, ça correspond à ce que les étudiants attendent. Voilà, ils veulent anticiper les collaborateurs qu'on aura demain. Et c'est vraiment un plus parce qu'on voit que quand les étudiants ont l'opportunité de les rencontrer, à la fin de la conférence, on va dire que la mentalité a changé et on sait qu'on en a attrapé différents. Voilà, donc j'espère que j'ai pu être pas trop longue, assez rapide, assez concise. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup, hein, merci infiniment Mélodie, c'était très intéressant. Il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Donc, effectivement, je vais les prendre tout simplement dans l'ordre. Voilà, les secteurs étaient proposés dans le questionnaire. Personne ne veut aller dans l'industrie. Alors, si, bien évidemment qu'on a des étudiants qui veulent aller dans l'industrie, nous, on propose tous les secteurs d'activité. Évidemment, nous, on n'est pas là on n'a pas d'entreprise préférée, nous, en tant qu'école, et nous, on ne veut pas mettre un secteur d'activité en avant plutôt qu'un autre. Ce qui permet de voir, j'avais alors, ce n'était pas une question, je voyais qu'il est noté, je pense que les étudiants souhaitent aller dans les entreprises mises en avant par les grandes écoles de commerce, LUC, conseil, services. Le secteur industriel n'est que très rarement mis en avant par les écoles de commerce. Non, on ne peut pas dire ça. Nous, on met en avant personne. Et comme le disait Mélodie, en fait, c'est aux entreprises de vouloir se mettre en avant chez nous. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous, hier, on avait par exemple le directeur général adjoint du groupe Engie qui était chez nous. Voilà, parce que comme le disait Mélodie, Sébastien Bazin adore intervenir auprès des étudiants. Nous aussi, on avait ce monsieur, Didier Holo, directeur général adjoint du groupe Engie, qui est venu parler aux étudiants hier. On a rempli un amphi et il est venu, voilà, bousculer un peu les idées reçues, bouger les représentations que peuvent avoir effectivement les étudiants de certains grands groupes. Parfois, le groupe Engie peut avoir une entreprise, une image. Alors, parfois, peut-être très positif pour certains, un peu moins pour d'autres. Mais en tout cas, voilà, nous, en fait, on est ouvert à tout le monde et on souhaite, à partir du moment où une entreprise nous en fait la demande, mettre en avant, à partir du moment où elle a un leader un peu inspirant qui va venir raconter une histoire, qui va venir, voilà, justement inspirer les étudiants, c'est ça qui va marcher, en fait. Et ça, c'est assez... voilà, on voit que c'est assez intéressant. Et sur l'industrie, on a des actions spécifiques que l'on met en place, et notamment pour les femmes, on met en place des événements qu'on s'appelle Women in Industry, donc justement pour attirer de plus en plus de femmes dans l'industrie. Donc voilà, nous on aimerait bien qu'on ait des femmes qui aillent travailler dans l'industrie, et on est voilà, on les met pas, on met pas en avant plus le conseil que la banque, que l'industrie, on peut vous l'assurer. Est-ce que les chiffres présentés ne concernent que les étudiants de l'EM Lyon? Non, elles sont présentes les étudiants du benchmark. Les étudiants du benchmark sont en général toutes les écoles de commerce françaises lorsque l'étude est faite en France. Donc, à minima, celle du top 10
qui sont au sein de la conférence des grandes écoles. Sur les prétentions salariales, elles sont en brut généralement et pas en net. Les salaires pour des jeunes diplômés, oui, c'est pour des jeunes diplômés Bac+5, excepté l'alternance. Alors après, effectivement, sur l'alternance, il y a des grilles salariales qui sont un peu différentes. Il faut savoir que nous avons également des grilles salariales pour les étudiants en stage. Nos étudiants, voilà aussi, qui partent en stage, sont aussi rémunérés et savent combien ils doivent se faire rémunérer sur des stages. Voilà, ce sont des étudiants, comme je vous le disais, qui sont issus, vous le savez, de programme grande école. Alors, généralement, ils sont recrutés par des alumni, ils sont recrutés par nos diplômés qui ont fait le même parcours. Ça aussi, ça marche formidablement bien. Qui d'autre qu'un diplômé d'une école peut encore mieux inspirer nos étudiants? Donc, nous, on a beaucoup sur nos conférences, nos alumni qui viennent parler aux étudiants en leur disant, voilà, il y a quelques années en arrière, j'étais à votre place. Il y a quelques années en arrière, alors c'était L'Oréal, c'était l'année dernière, Omar Adjeri, membre du COMEX de L'Oréal, diplômé, qui est rentré chez L'Oréal en stage et qui a trouvé son stage chez L'Oréal lors du Careers Forum de l'EM Lyon. Et donc, ça fait 20 ans qu'il est chez L'Oréal. Aujourd'hui, il est au COMEX. Et donc, voilà, ça donne envie. Ça permet de dire, voyez, moi, j'étais à votre place. J'ai donné mon CV sur le Careers Forum à l'EM Lyon. Et je suis rentrée en stage. Et aujourd'hui, je suis au COMEX. Et j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai géré des pays, etc. Donc, voilà. Et ça, tout de suite, il n'y a pas de secret. Ça va permettre aux étudiants. Ils faisaient la queue pour lui donner leur CV à la fin dans l'amphi. Donc, voilà. Chloé nous dit que chez Steph, alors évidemment, on est en lien avec Steph puisque on a pas mal de diplômés chez Steph, au sein du groupe Steph. Donc oui, on en a beaucoup qui partent à la fin de leur parcours sur des parcours VIE, évidemment, puisque les parcours VIE sont aussi représentés sur nos différents éléments de recrutement. Alors, je n'ai pas de données à proprement parler sur ce sujet, mais je peux y avoir accès. Donc, Chloé, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi ou avec nos équipes et on pourra vous donner des datas beaucoup plus justes sur les étudiants qui partent en VIE. Il n'y a pas de souci, on les a de toute façon. Alors, on a une question pour Mélodie. Quels sont les effectifs recrutement / partenariat école au sein du groupe Accor? Très bonne question. Sur la partie école globale, je suis seule. J'ai également une stagiaire à mes côtés en roulement. Et ensuite, j'ai des relais en fait dans les régions, donc qui là sont des personnes qui vont gérer par exemple du talent acquisition, mais aussi du talent management. Il y en a qui ont de la communication. Voilà, c'est pas des personnes qui sont uniquement sur la partie relations école, ce qui est mon cas également aujourd'hui, puisque je gère aussi les programmes talent dédiés aux jeunes pour le groupe. Donc les gradués de programme en hôtel, au corporate, les VIE et les student challenge. Donc au global, c'est moi. Vous l'avez en face de vous. Et aussi, toujours pour Mélodie, votre volume de recrutement. Oh oui, effectivement, je voulais l'énoncer, j'ai oublié. Il y en a plus de 2 millions de recrutements par an. Waouh! Ouais, avec que 120 000 recrutements. Donc là, on est en grosse question du parcours, on va dire client, du parcours candidat sur notre site carrière pour être sûr que même des personnes qui finalement aujourd'hui n'ont pas eu de job pour lequel elles ont postulé, il y a quand même eu au départ un attrait pour l'organisation. Donc c'est pour être sûr que ce ne soit pas des détracteurs, mais qu'ils aient une bonne expérience, qu'on leur ait répondu, qu'ils ont eu le retour de leur assessment, qu'ils ont eu un coup de fil pour leur dire pourquoi éventuellement ça n'a pas fonctionné et pouvoir faire nous le lien en interne absolument pour qu'on puisse leur proposer d'autres opportunités qui pourraient éventuellement leur correspondre. Parfait. Et je vois encore, on va prendre deux questions, toujours pour Mélodie. Quelle est la part de la génération Z qui occupe des postes à responsabilité, donc fonction cadre au sein du groupe? Et enfin aussi, dernière question toujours, avec tous les métiers présents au sein du groupe Accor, comment faites-vous pour définir donc une stratégie relation école efficace et efficiente? Alors pour la première question, je vais être très honnête, je ne sais pas.
C'est une question que très certainement, nous, en interne, nous allons devoir creuser, mais je n'ai pas la réponse à ce moment-là. Et alors, l'autre question, c'était comment faites-vous pour redéfinir une stratégie de relation efficace et efficiente? C'est du test and learn. Moi, j'ai rejoint le groupe il y a 1 an et demi. Derrière une personne qui avait fait déjà énormément de choses. Donc déjà, il y a une grosse phase d'observation de comment est-ce qu'on fait auprès de nos écoles partenaires. Est-ce qu'on garde ces écoles en partenaire ou pas? Est-ce qu'on ouvre vers des nouveaux partenariats? Historiquement, on faisait du partenariat qu'avec des écoles hôtelières. Moi, j'ai considéré qu'à Corse, c'était pas uniquement des métiers d'hôtellerie, d'où ma présence aujourd'hui auprès de l'EM Lyon et d'autres écoles business. C'est du test and learn. On teste, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas et puis on réajuste. Je suis pas toute seule. Je prends contact avec mes équipes en région. De voir aussi quelles bonnes pratiques, est-ce qui fonctionne avec ce type d'étudiants, ce type de profil. Et puis, on en profite surtout quand on est sur les fers pour discuter avec les étudiants directement, parce que quand moi, je suis sur place, je fais pas de recrutement à proprement parler. Mais du coup, j'en profite voilà, pour mieux comprendre leurs attentes, savoir ce qu'ils recherchent et pouvoir faire le lien ensuite avec les besoins de l'organisation. C'est un peu, voilà, être entre deux chaises, mais c'est pouvoir répondre à ce que les étudiants attendent, mais aussi pouvoir répondre aux besoins de l'organisation. Il faut réussir à faire matcher tout ça. C'est pas évident et je pense que c'est surtout sur la durée. Donc là, après 1 an et demi, je vous cache pas que voilà, on commence seulement à voir un peu ce qu'on est en capacité de pouvoir développer. Encore une fois, on a très peu de data sur l'efficacité de ce qu'on met en place et on s'y attelle et on s'y attache et c'est absolument ce sur quoi on veut insister. Mais c'est un travail de longue haleine, voilà, et il faut tester et éventuellement ajuster. Il n'y a pas de recette magique. Non. Alors, dernière question qui nous est arrivée dans le chat. Sur la partie rémunération, je constate, même à l'époque où j'étais en alternance, une différence entre ce que dit l'entreprise et la réalité, ce qu'ils peuvent avoir en sortant d'études. Alors moi, les chiffres qui sont issus des enquêtes, c'est du déclaratif. Donc voilà, donc nous, on mène des enquêtes d'insertion où on décroche notre téléphone et on appelle nos étudiants et on leur demande quel est leur niveau de rémunération. Donc voilà, donc c'est là, je ne pourrais pas en dire davantage que cela. On a dépassé l'heure de notre webinaire de 6 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci encore à Mélodie d'avoir accepté d'être à mes côtés pour apporter cet éclairage effectivement sur la stratégie, voilà, relation école, marque employeur, recrutement du groupe Accor. Nous sommes évidemment au sein de l'EM Lyon à votre disposition pour vous accompagner dans votre stratégie de recrutement. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, il est l'heure pour moi de vous dire merci et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne journée.